Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 14 février, ce soir PSG Bayern et c'est aussi la Saint-Valentin. On va en parler dans un instant. Aujourd'hui pour débattre, Michel Soudet, bonjour, rédacteur en chef adjoint magazine Politis, bonjour. À vous. Lamia El Haraj, adjointe à la mairie de Paris en charge du handicap et porte-parole du Parti Socialiste. Gaëtan Dussaucet, bonjour, porte-parole du Rassemblement National. Et Jean-Claude Beaujour, avocat et président du Forum Transatlantique. Je vous demandais, vous avez été longtemps président de France-Amérique, les Martiens sont-ils en train d'arriver Parlez bien dans le micro. C'est pour cela que j'ai peur de repartir là, dans quelques jours aux États-Unis. Non, plus sérieusement, je pense que aujourd'hui, on laisse cours à la vérité scientifique n'a moins de place, on laisse cours à beaucoup d'imagination. Oui, mais enfin, quand c'est le gouvernement américain, les généraux qui vous disent on ne sait pas ce que c'est, d'où ça vient. Justement, c'est parce qu'ils ont peut-être du mal à dire à nos concitoyens ou aux uns et aux autres. Parfois, on ne sait pas qu'il faut attendre. Si vous voulez, il faut laisser faire les enquêtes, il faut laisser faire les scientifiques et puis après tirer les leçons. Mais comme partout, l'opinion, on croit devoir satisfaire dans l'immédiateté l'opinion publique, quitte à lui dire des choses qui sont pas toujours raisonnables. Alors, on va évidemment parler de l'Assemblée nationale, on va parler de la grève des médecins aujourd'hui. Est-ce qu'il faut augmenter le tarif des consultations de façon plus conséquente? Et puis, est-ce qu'il faudrait une taxe lapin? La taxe lapin, vous avez entendu parler, c'est-à-dire que les médecins sont de plus en plus confrontés à des lapins. C'est-à-dire qu'on leur pose, non pas des patients lapins, mais on leur pose des lapins. Et ça leur fait perdre, évidemment, considérablement de temps. Et c'est très dommageable. On parlera de tout ça, de la réforme des retraites, du Stade de France et en particulier des Jeux Olympiques. Tous ces sujets avec vous. Mais on va jouer, puisque pour la Saint-Valentin, Sud Radio a décidé de vous offrir un magnifique coffret les duos de chez Garantia, 2 sérums visage pour vous accompagner dans vos rituels beauté. Très beau cadeau qui vous est offert par Sud Radio. Et donc, on vous l'offre si vous nous appelez au 0826 300 300 et nous prendrons le gagnant. Dans quelques instants, ce sera le 14e appel. Voilà. On commence tout de suite avec notre tour de table de ce qui a retenu votre attention. Jean-Claude Beaujour, on commence avec vous. C'est un coup de cœur culturel. Il y a des politiques tout autour de la table. Un coup de cœur culturel, mais aussi politique. C'est un documentaire qui est passé sur la SCP, sur les premières ministres, donc les premières femmes ministres en 1936 du gouvernement Léon Blum, Cécile Brunschweig, Irène Joliot-Curie, Suzanne Lacorre. Alors, c'est pas pour simplement faire de l'histoire et pour faire de l'histoire, c'est pour pouvoir dire deux choses. C'est qu'elles étaient membres du gouvernement avant que le droit de vote n'ait été accordé, et puis surtout pour regarder à la fois le parcours qui a été parcouru, qui a été accompli, et puis pour moi le principe d'égalité est important, parce que derrière cela, il y a vraiment le principe d'égalité. C'est celui-là qui est battu en brèche aujourd'hui au sein de nos institutions, parfois au sein de notre mécanisme social. C'est le principe d'égalité. Et je reste très attaché, donc au-delà du caractère du parcours féministe en politique, évidemment, il y a derrière tout le principe d'égalité au sein de notre société. Je n'irai pas plus loin parce qu'il faudrait des heures pour développer celui-là. Et donc, celui-là. c'est un documentaire qui est visible sur LCP, qu'on peut revisionner sur LCP, et qui remet un peu le contexte des combats qui ont été menés par ces femmes, avec pour certains un peu de désespoir, parce que certains ont trouvé, par exemple, que Cécile Brunschweig n'était pas allée assez loin, etc. Mais il faut toujours des points de départ. Et je trouve que ce documentaire est très bien fait. Il remet les choses en place, en perspective. Gaëtan, vous, c'est un coup de gueule? Oui, c'est un coup de gueule, puisque hier, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, s'est exprimé concernant, vous savez, le chèque carburant, donc celui où il faut faire une demande via un formulaire en ligne et puis remplir une attestation sur l'honneur, comme quoi vous avez besoin de votre véhicule pour pouvoir accéder à votre emploi. Et en fait, les chiffres sont tombés et font un peu froid dans le dos, puisqu'en réalité, sur les 10 millions, le gouvernement avait promis que ce chèque pourrait bénéficier aux 10 millions de foyers les plus modestes de notre pays. Et en réalité, seuls 3 millions ont aujourd'hui effectivement touché le chèque carburant, et 2 millions supplémentaires se sont connectés pour essayer de voir s'ils étaient éligibles ou non, ce qui en fait à peine la moitié. Et donc en fait, il y a un coup de gueule, parce que en réalité, nous, ça fait quand même plusieurs mois, même plusieurs années qu'on dit que ce système de chèque n'est pas le bon, puisqu'en réalité, il prend pas en compte la fracture numérique, il prend pas en compte
aussi la possibilité aux gens d'accéder à cette information et d'accéder à cette communication de la part du gouvernement pour pouvoir soulager un petit peu leur pouvoir d'achat lorsqu'ils vont faire le plein de leur véhicule, et qu'en réalité on propose des mesures structurelles qui sont beaucoup plus importantes. Je le répète ici, même si on l'a souvent dit à votre micro, notamment la baisse de la TVA de 20 à 5,5% sur les carburants, diesel et essence, qui permettrait quand même d'avoir une mesure beaucoup plus efficace, puisque même si la réforme des retraites évidemment occupe beaucoup d'espace dans le temps médiatique et l'actualité, c'est tout à fait normal, il n'en reste pas moins que la question du pouvoir d'achat n'a pas été réglée, loin de là, et que c'est ce que nous on entend à longueur de journée quand on est sur le terrain, que malgré tout l'explosion des prix, celui des carburants, des énergies, etc., eh bien, on n'a pas trouvé réponse de la part du gouvernement. Alors peut-être que M. Pouyanné va accepter une remise. Il est sous la pression du gouvernement pour faire une ristourne, ce qu'il s'était engagé à faire si le prix du carburant dépassait les 2 euros. On va passer évidemment, puisque vos coups de gueule, Lamia et Michel, concernent la réforme des retraites. Moi, une petite remarque sur un monsieur qu'on voit un peu beaucoup à la télévision, qui est Charles Sobrage, qui est le serpent, qui est un homme qui a été condamné à 25 ans de prison, qui est un meurtrier, il a été condamné, et à qui on donne la parole comme un vieux papy gentil, qui dit non mais j'ai tué personne. On lui pose des questions du genre mais ça vous a fait quoi d'empoisonner des gens? Il a tué des gens quand même. Et donc voilà, le service public entre autres lui donne la parole, et je trouve qu'on a perdu un peu le sens des choses et des responsabilités. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais oui, parce que dans le même temps, vous savez quand on est, on comprend pas toujours cela quand on est dans une salle d'audience. Après, en tant qu'avocat, je le vois. Après, vous allez faire la leçon à un jeune qui s'est pas bien comporté, qui a eu tel comportement, une incivilité, qui a accompli un acte de non-civilité. Comment voulez-vous trouver la mesure lorsque vous, effectivement, quand on met en lumière ce type de profil, un peu comme pour banaliser. Non, je suis désolé, il y a un moment donné, il faut dire, c'est trop, ça n'est pas acceptable. À tout le moins, évidemment, s'il a fait ses années de prison, il a payé sa dette, mais on va pas jusqu'à en faire la promotion. Ouais. C'est ce qu'a dit Christophe Ondelat hier, qui est quand même peut-être la référence en matière de faits divers. Et il a écrit sur Twitter, moi j'ai refusé de faire ça. On ne peut pas recevoir un tueur en série et en faire une vedette, entre guillemets. Voilà. Au-delà de la question juridique, il y a vraiment une question morale. Je suis désolé. Ouais. Mais je sais pas, vous en pensez? Non, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez choquant, parce qu'en fait, ça fait un peu appel à une sorte de sentiment profond qu'on peut avoir chez le genre humain, cette sorte de fascination pour le mal ou ce qui dérange, etc. D'ailleurs, on l'a vu même à travers d'autres séries ou d'autres choses, notamment je pensais, là on part plus loin qu'en France, mais aux États-Unis avec la série sur Jeffrey Dahmer qui pareil est toujours un peu dans cette ambiance un peu malsaine, un petit peu où c'est de la fiction, c'est un peu différent. Là, alors, on invite. C'est de la fiction, oui et non, mais ça faisait un peu écho à cette bande dessinée qui avait été fait aussi sur le tueur en série, où on en fait un peu des personnages, où on essaye à la fois d'avoir Jeffrey Dahmer, si vous l'avez vu, il n'est pas particulièrement sympathique. Oui, non, mais bien sûr, mais sauf que en fait, le problème, c'est qu'en faisant un personnage principal, même d'une fiction, et qui est quand même fortement inspiré par des faits réels, il en reste pas moins que forcément, vous avez des moments au moment où vous visionnez le court-métrage, et bien, vous avez des moments où vous avez ou de la compréhension, ou de l'empathie, ou des choses comme ça. C'est des sentiments qui sont tout à fait humains, et des émotions. Et voir aussi de l'admiration, cette espèce de fascination pour le mal dont je parlais. Et c'est vrai que est-ce que c'est le moment, ou est-ce que c'est ce dont on a besoin, et encore plus lorsqu'il s'agit de banaliser quand même un tueur en série sur le service public, c'est-à-dire payer avec nos impôts. Là, je vous rejoins complètement, c'est complètement hors de propos. Et je vois, Stéphane nous dit il y a plein de séries, etc. C'est pas la même chose, une série. Il y a de la fiction, il y a un point de vue, il y a un regard. Après, mais là, on l'invite et on lui donne la parole. Est-ce qu'on va recevoir Guy Georges s'il sort de prison? Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Il y a eu le film sur Guy Georges. Voilà, point. Il y a une dimension connaissance, compréhension des mécanismes psychiatriques ou tentatives. Maintenant, c'est une chose d'avoir une démarche d'éclairage, tout comme on a pris des films sur les grands procès de l'histoire et qui seront un jour montrés, mais pour autant en arriver à prendre l'individu. Imaginez demain, vous imaginez qu'on prenne, allez, on fait un peu de fiction, qu'on prenne Hitler et on vienne lui dire, bon ben voilà, alors raconte-nous comment ça s'est passé, comment tu faisais, etc. Ça nous intéresse, et puis qu'on le prenait au salon, tranquillement, avec le maquillage avant, un petit café. Ben moi, désolé, un vieux monsieur sympathique. Oui. Ouais. Ben ça, Michel, j'achète vous en pas. pensez quoi? Oui, je suis sur la même longueur d'onde. On peut faire des films, on peut expliquer des documentaires,
mais inviter de tels personnages en plateau, sur un plateau, à raconter finalement leur version qui est une contre-vérité complète parce qu'ils essayent de se réhabiliter. Bien sûr. C'est absolument Moi, je trouve à la ça fois inintéressant, indécent, et si c'est pour faire de l'audience, c'est de la mauvaise audience. Ouais. Et la souffrance des familles derrière aussi. Aussi, absolument. Petite pause, 9h12 sur Sud Radio, et on va se plonger dans le chaudron de l'Assemblée nationale dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Alors, on est de retour sur Sud Radio avec vous et on a la gagnante de notre jeu. La gagnante, c'est Michel. Bonjour Michel. Bonjour à tous. Bonjour, vous nous appelez d'où ? Je vous appelle de Martigues. Martigues. Dans les Bouches-du-Rhône. Oui, on connaît, il fait beau. Ah, magnifique. Bon. Magnifique. Alors, vous avez gagné un coffret Garantia, 2 sérums pour vous qui vous sont offerts par Sud Radio pour la Saint-Valentin, parce qu'on aime nos auditeurs, voilà, nos mais auditrices. moi aussi, je vous aime. Bon. Je vous écoute depuis tellement longtemps et je suis vraiment très, 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 très heureuse. Bon, très heureuse. Écoutez, on est ravis pour vous et je pense que vous n'avez même pas besoin de sérum, mais ça ne pourra que vous. Écoutez, vous savez, je vais aller sur 68 ans, alors je me dis que tout compte fait, c'est un très, très beau cadeau. Bon, attendez quelques années avant de mettre le sérum. Non, allez-y. C'est un très bon sérum. Merci à vous. Merci de nous avoir appelés. Merci Michel. Et merci d'être fidèle à Sud Radio. Bonne journée à vous. À tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Allez, on continue notre tour de table brutalement comme ça. On passe de la Saint-Valentin et des sérums beauté à l'Assemblée nationale. Et Lamia, ça fait partie des sujets qu'on va aborder. Vous avez un coup de gueule pour ce qui s'est passé hier. Au-delà de ce qui s'est passé hier, sur ce qui se passe depuis quelques jours à l'Assemblée, ma culture politique est celle du dialogue, du débat. Je crois que c'est ça la démocratie. Ma culture politique, c'est de dire que quand on n'est pas d'accord avec une réforme, et notamment une réforme aussi injuste que celle qui est proposée aujourd'hui aux Françaises et aux Français, à savoir la réforme des retraites, l'objectif est à la fois de s'y opposer et d'être constructif, c'est-à-dire de proposer un certain nombre d'évolutions, d'améliorations, voire de demandes de suppression. En l'occurrence, on a dans la rue une mobilisation très importante avec un front uni de l'ensemble des syndicats, d'énormément de Françaises et de Français qui manifestent de façon régulière, dans le calme, dans la dignité. Et ce qu'on voit à l'Assemblée nationale à la fois me désole et m'exaspère au plus haut point. On voit une extrême gauche populiste qui est dans l'invective permanente, dans l'insulte, dans le manque de respect, dans l'insulte aussi au symbole que représente ce Parlement, cette chambre basse du Parlement. Et moi, ça me désole parce que la gauche que je défends, la gauche que j'aime, la gauche que j'ai envie de voir arriver en responsabiliser demain, clairement n'est pas celle-là. Donc c'est beaucoup de colère et d'exaspération face à ce comportement qui n'est pas représentatif de ce qu'on a envie de porter à la fois à l'Assemblée nationale, mais au-delà de ça, dans le cadre de ce débat. Mais ça veut dire qu'il pourrait y avoir une scission au sein de la NUPES ou d'une... Pour qu'il y ait scission, il faut déjà qu'il y ait des choses en commun. La NUPES, en l'occurrence, c'est un accord électoral qui date de juin dernier, avec un intergroupe à l'Assemblée nationale qui fonctionne comme il doit fonctionner. Pour autant, dans les structures partisanes, il n'y a pas de structure commune. Donc, partant de là, il n'y a pas de sujet. Maintenant, l'enjeu pour le Parti socialiste, c'est plutôt comment redevenir une force motrice à gauche, parce que je ne crois pas que cela passe par ce qui est en train de se produire actuellement, et c'est extrêmement délétère pour le débat public. On va écouter peut-être ce qu'a dit exactement le député LFI Aurélien Santoul hier, qui a reproché au ministre, entre autres, d'avoir menti sur le nombre de morts au travail. Écoutez. Entre 2017 et 2019, c'est 33% d'accidents du travail causant la mort en plus. Donc vous ne pouvez pas arriver ici et me dire que la suppression des CHSCT n'a eu aucun effet. Ce sont 150 orphelins, veuves en plus, et vous avez la responsabilité de ces choix politiques. Vous êtes un imposteur et un assassin. Voilà, donc il s'est excusé par la suite. Elisabeth Borne, hier, a tweeté et redit: l'Assemblée nationale doit être le lieu du débat, pas celui des injures. Ceux qui insultent ne sont pas à la hauteur des Français qui les ont élus, ni du débat démocratique qu'ils attendent. Marine Le Pen également a réagi hier au sein de l'hémicycle en disant: nous avons pas des adversaires. Redites-moi sa phrase. Oui, nous n'avons pas des ennemis, mais des adversaires. Absolument. Alors,
Alors, si je peux permettre juste quand même de préciser, Valérie, pardon, parce qu'il y a la situation d'hier, mais il y a aussi ce qui s'est passé avec l'histoire du ballon de football de Thomas Portes. Et je tiens quand même à rappeler, je ne sais pas si vous avez vu, vous évoquez Twitter, sur Twitter, le compte officiel de la France Insoumise a rajouté un ballon de football à côté de son pseudo, quoi. Je veux dire, ils assument complètement cette stratégie-là qui est pas juste un quoi. Vous dites que les manifs sont paisibles, mais il y a quand même eu Elisabeth Borne pendue dans certaines manifs aussi. Hein, genre la violence, pas de la part des organisations syndicales ou des partis politiques ou des forces qui défilaient. Après qu'il y ait en aparté... Elisabeth Borne, elle était sur un camion de la CGT. Oui, mais alors, je ne veux pas prendre la défense de la CGT, mais juste on ne peut pas résumer non plus un camion de la CGT à des millions de personnes dans la rue depuis 2 semaines. Non, mais Michel Soudet, sur ce qui s'est passé hier, parce que vous, votre coup de gueule concernait la demande du retrait des amendements, on en reparlera tout à l'heure, mais peut-être répondre à ce que dit Lamia et sur ces coups d'éclat permanents et cette agressivité. C'est certain que Aurélien Saint-Toul a été complètement maladroit et a dépassé les bornes avec la chute de son intervention. Néanmoins, auparavant, puisque Olivier Dussopt réagissant évoquant les morts au travail, avait quand même dit depuis 15 ans de manière continue, nous connaissons en moyenne 650 décès par an. Si on remonte même sur les 15 dernières années de statistiques, on part en 2005, parce que les statistiques, on les a jusqu'en 2019. En 2005, on avait 476 décès, et en 2019, 733. Et ça a beaucoup augmenté sur la période. Alors, ce que sans doute voulait dire Aurélien Saint-Toul, c'est que les politiques ont des conséquences concrètes, et là on est effectivement dans ce débat actuel sur les retraites, et que les conséquences concrètes, des fois, amènent à ce que des gens meurent plus au travail. On est le pays où les accidents, les morts au travail sont les plus nombreux en ratio dans l'Union européenne. On peut le dire sans insulter le ministre. Exactement. Mais on peut dire le fond de ce qui c'est pas le fond qui est contestable. C'est pour ça que je vous dis, mais en même temps, on a quand même besoin d'expliquer. Et on discutait de l'index senior. Or, un autre député a quand même soulevé que sur les 733 morts au travail en 2019, 404 avaient 50 ans et plus. C'est-à-dire qu'en fait, ça touche beaucoup plus, effectivement, les âgés, comme les jeunes qui viennent en intérim ou autres, qui ne sont pas toujours au fait des normes de sécurité et qui ne sont pas forcément bien encadrés. Mais là, vous parlez du fond, vous parlez mais bien sûr, il faut parler du fond. Parce que dans les débats agités de l'Assemblée nationale... Le problème, c'est qu'on ne retient que la forme pour l'instant et que l'obstruction, et on va y revenir avec votre coup de gueule sur les amendements... Je pense que là, il y a aussi une déformation des comptes rendus qui peuvent être faits. Dans l'Assemblée nationale, il y a effectivement des débats agités, moins peut-être aussi que dans d'autres pays au même moment. On pourrait aussi l'évoquer, mais en tous les cas, dans les débats agités, beaucoup de choses sont dites sur le fond et il y a des arguments, des propositions pour améliorer. Les débats ne sont pas nuls. Moi, je suis désolé. Nous sommes à l'Assemblée nationale et une fois encore, les parlementaires font des lois. Vous avez fait des lois les uns et les autres. Il y a des lois, elles sont faites pour être appliquées. Par exemple, il y a des lois sur la diffamation. On ne peut pas employer tel ou tel mot. À partir du moment où vous dites que quelqu'un est un assassin, c'est brigand, c'est égorgeur, c'est meurtrier, on ne peut pas employer n'importe quel mot et dire... ça a été de la maladresse, parce que à ce moment-là, eh bien finalement, il n'y a plus besoin de loi sur la diffamation, il n'y a plus besoin de loi sur le négationnisme, il n'y a plus besoin de tout ça, parce que les mots n'ont pas d'importance. Ça, c'est ma première remarque. Oui, alors dans l'hémicycle, je me permets juste de préciser que l'expression des parlementaires... Non, mais je sais, madame, je sais bien, je parle de morale. À un moment donné, c'est une question de morale. Bien sûr, il y a une immunité de la parole. Je le sais bien. Pour autant, est-ce qu'on peut tout dire et tout faire? Même si c'est pas la première fois que ça arrive dans l'histoire. On parlait de 36. En 36, il y avait aussi déjà un certain nombre de propos. Mais sur le fond, ça pose quoi comme sujet? Ça pose le problème de la souffrance au travail. Ça pose le problème du rapport au travail. Et c'est là où il aurait fallu avoir un débat beaucoup plus approfondi et pas simplement en estimant, parce que malheureusement pour ce député ou pour un autre, ça ne changera rien au sujet. Le vrai sujet, c'est celui-là. Et on va pas le résoudre
à coup d'invectives. Le rapport au travail, la souffrance au travail, on le voit très bien sur le terrain. Et c'est ce sur quoi il aurait fallu travailler. Oui. Et en fait, c'est le problème, c'est que l'auteur de ces propos, en fait, apporte un sujet sur le débat, sur la table du débat, qui est quand même plutôt intéressant et qui mériterait que les politiques puissent se débattre et en discuter pour trouver des solutions. Mais en fait, il arrive à balayer tout son raisonnement et tout son argumentaire juste avec un mot. Et c'est ça un peu le problème, c'est qu'en fait, l'extrême gauche, elle est tellement jusqu'au boutiste en ce moment, elle est tellement dans la provocation, dans la violence au sein de l'hémicycle, que du coup, en fin de compte, on n'arrive plus à avoir des débats en bonne et due forme et qui puissent être un peu utiles et servir à quelque chose. Et ça pose un véritable problème. C'est vrai qu'on faisait référence un peu à cette espèce de contraste qu'il y a entre ce qui se passe à l'Assemblée nationale et la bonne tenue des manifestations à travers la France. Et je me dis vraiment, le spectacle que renvoient les députés, surtout à l'extrême gauche de l'hémicycle, à l'ensemble des Français, va encore dégoûter un grand nombre de nos compatriotes d'aller voter et de croire en l'intérêt et en l'utilité des élections et de la politique de manière générale. Alors je sais qu'en France, on n'a pas forcément encore la culture, comment dire, du débat et de l'échange, parce que comme on n'avait pas de proportionnel aux élections législatives et donc au sein de l'Assemblée nationale, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une Assemblée nationale aussi représentative et avec autant de pluralité. Donc j'ose espérer que, en fait, avec le temps, peut-être qu'au bout d'un moment, les Insoumis, la France Insoumise comprendra que, être dans autant de radicalité, autant d'extrémité, finalement, dessert le débat, et ils se feront évidemment sanctionner dans les urnes lorsqu'on aura des élections à venir tantôt. On marque une pause, 9h26 sur Sud Radio, et on continue. Et avec vous, Michel Soudet, on va revenir sur les amendements, le retrait des amendements également. 1000 amendements qui ont été retirés. Il en faudrait 9000 pour arriver directement au fameux article 7 qui parle de l'âge du départ à la retraite. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Et au cœur de nos débats, la réforme des retraites, ce qui se passe à l'Assemblée, LFI qui a décidé de retirer un millier d'amendements sous la pression du gouvernement. C'était votre coup de gueule, Michel Soudet, d'ailleurs. Oui, parce que on a eu Bruno Le Maire hier matin, Elisabeth Borne dans l'après-midi. Ce n'est pas au gouvernement de demander à l'opposition, aux oppositions, de retirer des amendements. L'argument avancé par ces ministres, c'est que ça fait obstruction au débat démocratique. Alors, excusez-moi, mais ce qui fait obstruction au débat, c'est le choix du gouvernement de passer par cette procédure de l'article 47.1, complètement dévoyée. J'ai eu l'occasion de l'expliquer dans une autre émission ici. C'est ça qui fait obstacle au débat. Songez que, en fait, en 50 jours, tout doit être réglé avec le Sénat. Si jamais l'Assemblée nationale, en 9 jours, et le gouvernement et la majorité ont décidé de ne pas rallonger les débats, ce qui aurait été permis de deux manières. Un, en reportant la niche du Parti Socialiste, donc ça faisait un jour de débat en plus. Deux, en siégeant le week-end, ça c'est déjà vu, ils ont refusé. Donc vendredi soir à minuit, ça s'arrête. Voilà pour ce qui bloque le débat. Songez que lorsqu'on a examiné il y a quelques années la loi sur le mariage pour tous, les débats ont duré beaucoup plus longtemps à l'Assemblée nationale. Là, on va faire prendre 2 ans ferme à des millions de personnes et on limite le temps des débats. Donc le gouvernement n'avait pas à faire ça. Maintenant, la NUPES a retiré un millier d'amendements hier pour aller plus vite sur l'article 2. Mais pas pour arriver à l'article 7. On y va. C'est à eux de donner le rythme. Si vous regardez le nombre d'amendements qui sont posés, il y a, après l'article 2, 7000 amendements environ de mémoire. C'est le sujet sur lequel il y en a le plus, pour un article 2 bis qui donnerait de nouvelles recettes à notre régime de retraite. Pourquoi ? Parce que Elisabeth Borne l'a dit à plusieurs reprises, notamment quand elle était passée sur France 2, il y a effectivement des dépenses qui sont relativement fixes, qui ne bougent pas, comme le dit le rapport du corps, mais il y a un problème de recettes. Or, le gouvernement refuse de régler ce problème de recettes autrement que par un impôt sur la vie. Donc, les différents groupes proposent des recettes et il y a beaucoup d'amendements sur le sujet. Là, on a
on va avoir aussi un débat de fond nécessaire sur ce point aveugle de la réforme du gouvernement. Non. Oui, Lamia en fait, moi, là où je vous rejoins complètement, c'est que cette réforme, elle est le fruit d'un choix politique très clair, celui de pénaliser les travailleurs, celui de faire peser des choix économiques sur celles et ceux qui travaillent plutôt que sur les revenus du capital, sur les super profits ou sur d'autres choix politiques qui auraient pu être opérés. Déjà, ce qu'il est important de souligner, vous avez tout à fait raison, c'est que le régime des retraites, en réalité, est à l'équilibre. Il est aujourd'hui excédentaire, il sera déficitaire dans les prochaines années, mais de l'ordre de 0,5% du PIB, donc autrement dit, vraiment pas grand-chose, et il est censé revenir naturellement à l'équilibre d'ici 2070. Bon, on peut considérer que 2070 c'est loin, que 0,5% du PIB c'est énorme, et donc comment est-ce qu'on augmente effectivement les recettes? Il y a d'autres choix qui auraient pu être faits. Par exemple, augmenter le taux d'emploi des seniors de 10 points. Par exemple, remettre en place la CVAE, je rappelle quand même que c'est 8 milliards d'euros par an. Par exemple, mettre en place une cotisation sur les très hauts revenus à hauteur de 1 ou 2 euros par an. Je veux dire, des choses qui ne pèsent sincèrement pas grand-chose. Or, c'est un autre choix politique qui a été opéré. Et c'est pour ça, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, par rapport aux débats qui sont en cours à l'Assemblée nationale, oui, vous avez raison, il n'est pas normal que le gouvernement prévoie un temps limité d'examen de ce texte. Mais en même temps, cette entrave démocratique qui est faite de façon systématique aujourd'hui par le gouvernement, elle est dénoncée depuis le début de la mandature, et pour autant, ça ne change rien. Maintenant, l'enjeu, je pense, pour les partis de gauche, c'est comment faire entendre une voix différente, avec des propositions qui sont sur la table via les amendements qui ont été déposés, dans le temps, malheureusement, qui est imparti. Et c'est là où le débat se pose sur cette histoire d'article 7. L'article 7, c'est celui relatif aux 2 ans de plus que vont devoir prendre un certain nombre de travailleurs, et particulièrement les femmes, je le rappelle, et particulièrement les personnes en situation de handicap dont on ne parle pas, et les personnes les plus précaires. Et là-dessus, l'enjeu désormais, c'est est-ce qu'on retire des amendements dans le contexte qui est le nôtre pour permettre l'examen de cet article ou pas. Et je crois que c'est ça l'enjeu du débat, et c'est pour ça que je regrettais ce qui pouvait se produire en termes de scène et de mise en scène à l'Assemblée nationale, parce que je pense que du coup on se concentre sur cette question de la forme et qu'on oublie le fond notamment sur ce que vous évoquiez, par exemple, les morts par accident du travail, qui est un sujet évidemment légitime et qui est un sujet qui évidemment nous oppose au gouvernement en place, mais malheureusement ce n'est pas ce qu'on retient de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, et sincèrement je le regrette. Oui, je suis totalement d'accord, mais vous disiez deux choses, monsieur Soudé, une sur laquelle je suis d'accord et une où je suis pas d'accord. La première, là vous avez raison, c'est qu'il y a une utilisation et un recours un peu abusif au règlement et aux règles des institutions pour permettre au gouvernement de passer en force sa réforme des retraites. On est tout à fait d'accord là-dessus. C'est pas seulement un peu abusif. Bien sûr, oui, totalement. Il y a même un soupçon de détournement, oui, tout à fait. Mais là où par contre j'ai un petit désaccord, c'est qu'en fait, compte tenu de la situation, à partir du moment où malheureusement ce ne sont pas les députés qui fixent les règles du jeu, il faut les prendre en compte, et à ce moment-là, il faut avec intelligence faire en sorte que le débat soit utile et serve à quelque chose. L'opposition, on l'a toujours dit, se mène sur 3 tableaux différents, celui dans la rue, dans la mobilisation, celui dans les médias, dans ce qu'on appelle le débat public, et ensuite dans le travail parlementaire. Et il est vrai qu'avec évidemment ces plus de 15 000 amendements qui ont été déposés par la NUPES, il y a un blocage qui fait que, de fait, d'ici vendredi minuit, c'est-à-dire le moment où la loi va passer en débat au Sénat, peu importe que les débats aient pu aller jusqu'au bout, peu importe que les articles aient pu être votés ou non, ça partira au Sénat. Et force est de constater qu'avec le nombre d'amendements colossal qui a été déposé par la NUPES, le débat ne pourra pas aller jusqu'au bout, et que l'article 7 sur le report de l'âge légal de départ à la retraite ne pourra pas être voté, ce qui permettrait quand même de demander, d'exiger de la part de l'intégralité des députés de prendre leurs responsabilités. Parce que c'est ça qui est en jeu. Pourquoi on a envie que l'article 7 soit voté? C'est parce qu'on a envie que les députés, je pense notamment aux députés les Républicains, assument leur rôle vis-à-vis de la politique du gouvernement. Sont-ils oui ou non du côté d'Emmanuel Macron? Sont-ils oui ou non du côté de l'opposition? Donc il y a quand même une clarification politique à l'égard de ce texte qui est important, qui est exigé par les Français, mais que la NUPES, par son nombre d'amendements, empêche la réalisation, empêche la tenue. Et d'ailleurs, il n'y a pas que le gouvernement qui demande à la NUPES de retirer des amendements, il y a aussi les syndicats, leurs propres camarades de combat, si j'ose dire, avec qui ils défilent côte à côte, et qui leur dit permettez au débat de se tenir et permettez à cet article d'être voté pour que les députés prennent leurs responsabilités. Mais est-ce qu'il y a une volonté de débattre? Est-ce qu'il y a une volonté de négocier? Là, je parle de la part du gouvernement. Non, franchement. Non, mais la question, elle est là. Le retrait des amendements, de toute façon, dès le départ, tous les groupes de gauche l'ont dit, ils sont maîtres du temps avec les amendements, et ils feront comme ils l'entendent, en adaptant leur stratégie. Je pense à ce jour, il reste 4 jours de débat,
que l'article 7 sera débattu. En revanche, et ce n'est pas forcément le souhait du gouvernement et de la majorité. On l'a vu vendredi, puisque déjà 1 millier d'amendements ont été retirés, notamment par la France Insoumise, pour permettre le vote sur l'article 1. Et la majorité a monté en épingle le tweet de Thomas Porte pour bloquer les débats pendant 5 heures. Oui, enfin... il y avait un autre moyen. Il y avait un autre moyen. Il pouvait renvoyer. C'est pas la majorité qui est allée mettre le ballon sous les pieds de Thomas Porte. Oui, c'est pas Elisabeth Borne qui a fait les photos. Ça s'était passé la veille. Ils ont réagi à partir d'un moment où les amendements ont été retirés et ils voulaient retarder les débats. Il y a ça aussi. Et le gouvernement ne veut pas forcément aller au bout. Ce n'est pas son intérêt. Parce qu'en choisissant l'article 47.1, il y a une vingtaine d'articles dans ce projet de loi, quand même. Et ils sont persuadés depuis le départ, ils le savent, que ça n'ira pas au bout. S'il n'y a pas de vote à l'Assemblée nationale, ils présentent le projet qu'ils veulent, même en enlevant des amendements, en rajoutant au Sénat. Donc ça sert à rien. Si au Sénat, c'est la même chose, il n'y a pas de vote, de toute façon, à la fin, ça peut finir avec des ordonnances. Ouais. Donc pas de débat. Jean-Claude, je vous sens abattu. Oui, non, mais ça montre bien que finalement, en termes de stratégie politique, les uns et les autres s'y sont mal pris, parce que la moindre des choses aurait été, ou la suggestion aurait été, de se fixer sur les points les plus importants qui méritaient probablement amélioration dans le projet de loi. Évidemment, ça ne sera pas le cas. Alors moi, là où je ne suis pas d'accord quand on dit obstruction du débat parlementaire, c'est précisément là où on attend un certain nombre de parlementaires. Autant d'amendements pour finalement se dire que ça conduit à une non-discussion, c'est un coup pour rien. Absolument. Voilà. Absolument. Deux points de procédure. Si le gouvernement tenait absolument à ce que l'article 7 soit débattu, l'article 95 du règlement de l'Assemblée nationale lui permet de faire voter l'article 7 avant l'article 3. Pour l'instant, il ne l'a pas fait. Pourquoi ? Ensuite, quand des députés d'un même groupe présentent des amendements identiques, article 100 du règlement de l'Assemblée nationale, un seul orateur pour défendre l'ensemble des amendements. Or, depuis le début de l'examen, Madame Braun-Pivet a décidé que chaque parlementaire pouvait défendre son amendement. Mais que le gouvernement n'ait pas intérêt... retarde le temps du débat. Donc là aussi, il y a la preuve, quelque part, que le gouvernement s'en arrange. Un auditeur me dit... C'est le président de séance, pardon, je ne peux pas vous laisser dire ça, c'est le président de séance, en l'occurrence, qui peut décider de faire des examens groupés. Et le président de séance, comme vous le savez, c'est soit la présidente elle-même, ce qui est quand même rarement le cas, sauf au moment des votes solennels, et au moment des QAG, soit un des vice-présidents de l'Assemblée nationale. J'étais là au tout début des débats, quand c'est elle-même qui, en réponse à des rappels au règlement, a dit que c'était son choix. Donc c'est elle qui présidait. C'est pour ça que je la nomme. C'est pas au hasard. Un auditeur me dit que l'Assemblée se révèle être incapable de faire son travail et se livre à un débat indigne. La seule solution, la dissolution, point d'interrogation. Oui, mais ça, c'est le président de la République qui peut le décider. Je ne sais pas s'il est vraiment dans l'intérêt, dans ce contexte en plus, autour du débat de la réforme des retraites pour Emmanuel Macron de le faire. Puis dans tous les cas, en fait, on peut faire de la politique fiction, mais c'est le président de la République qui décide de dissoudre. Mais quand on a une Assemblée nationale qui n'arrive pas justement à faire son travail. Mais est-ce que vous pensez que la seule dissolution, ça changerait quelque chose? Ce sont des sujets systémiques. Le fait effectivement qu'on privilégie la forme de communication qu'on a indiquée en début d'émission plutôt que le fond, ça montre bien que c'est systémique et c'est pas simplement lié à telle ou telle personne. Après, c'est à la NUPES à prendre ses responsabilités, mais bon, voilà. Non, mais plus qu'une dissolution, l'organisation, par exemple, d'un référendum aurait été plutôt bienvenue. Comme ça, Emmanuel Macron aurait pu dire, puisque en 2022, en réalité, la réforme des retraites était sa seule proposition de toute la campagne présidentielle, eh bien, puisqu'il est si sûr de lui, de présenter ce projet de loi en référendum, et c'est les Français qui auraient tranché en dernier recours. Petite pause et on revient. On va parler du Stade de France. Il y a un rapport qui a été remis sur le chaos occasionné il y a quelques mois avec une responsabilité très forte du ministre de l'Intérieur. On en parle avec vous dans un instant.
Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à 10h. Hier, c'est un rapport qui a été remis concernant les incidents graves au Stade de France en mai dernier lors de la finale de la Ligue des Champions. Le rapport est accablant pour le maintien de l'ordre, pour les forces de l'ordre, pour le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur avait, vous vous en souvenez, incriminé les supporters britanniques. Ce à quoi Thiago Brandao Rodrigues, qui est l'un des experts de ce rapport, enfin qui a dirigé ce rapport, qui est l'ancien ministre portugais de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports, se dit éberlué que le schéma de maintien de l'ordre ait pu être influencé par l'image des supporters de Liverpool. C'est-à-dire on s'est dit les Anglais arrivent, ce sont tous des hooligans, donc on va les traiter en hooligans. Et ce rapport est extrêmement sévère. Et comme le dit notre confrère, Philippe Bilger, qui est souvent sur Sud Radio, rapport accablant, et il n'y aura, contre la hiérarchie policière, contre le ministre de l'Intérieur, il n'y a pas eu de sanction et il n'y en aura pas, comme d'habitude, pas de responsable, personne n'est responsable. Lamia, ça vous a... Et on en parle assez peu en fait de ça. Hein. On en parle assez peu. Moi, j'invite toutes celles et ceux qui sont intéressés à lire en fait cette enquête qui est absolument édifiante. Moi, en la lisant, le sentiment qui m'a accablé, c'est un sentiment de honte. Je pense qu'on doit des excuses aux supporters qui étaient présents. Ce qui s'est passé est absolument inacceptable. C'est-à-dire que sur la base d'une peur, de phobie, de l'image c'est des supporters l'UEFA qui est d'abord pointé du doigt. Enfin, la police, pour le coup, et le ministère de l'Intérieur a quand même une part de responsabilité conséquente dans ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même pendant 8 mois un travail assez exhaustif qui a été fait sur le sujet. Effectivement, il y a l'UEFA, il y a aussi quand même l'organisation policière sur place avec des supporters et notamment beaucoup de familles, d'enfants, de personnes en situation de handicap qui ont été laissées d'abord exposées à des vols, des agressions qui ont eu lieu autour du stade sans aucune protection policière alors que les policiers étaient présents. Et il y a eu aussi le nassage qui a été fait à la porte Y, je crois, si je ne dis pas de bêtises, l'utilisation de gaz au poivre, de bombes au poivre, de gaz lacrymogène. Enfin, je veux dire, sincèrement, quand on lit ça, c'est un rapport au vitriol, vraiment. Et moi, je vais juste vous lire quelques témoignages. Donc, F, 8 ans, autiste, qui est venu avec son père et son frère de 13 ans et qui s'est retrouvé écrasé contre les grilles du stade, gazé par la police, séparé de son papa et de son grand frère dans la cohue et qui a été terrifié à l'idée de mourir. Des témoignages comme ça, vous en avez des centaines dans cette enquête. Et sincèrement, normalement, dans un pays où la démocratie fonctionne bien, le ministre de l'Intérieur, sincèrement, devrait démissionner. Parce qu'on est quand même à 18 mois des Jeux Olympiques et Paralympiques. Je crois qu'il y a plus qu'une inquiétude à avoir sur l'organisation de la sécurité, parce que là, il va y avoir plus de 10 millions de spectateurs qui seront présents. Et j'espère que les choses se passeront mieux que ce que ça a été là. En même temps, c'est pas difficile. Il y a eu plusieurs signaux d'alarme de tirer en ce qui concerne l'organisation des Jeux Olympiques et en particulier en ce qui concerne la sécurité. La responsabilité de Gérard Darmanin, elle est éclatante dans la mesure où il a toujours couvert son préfet de police. Exactement. Et quand on lit dans le rapport... Qui a effacé les bandes de vidéosurveillance accessoirement. Et quand on lit dans le rapport qu'il pensait que c'était tous des hooligans comme des supporters de Liverpool, je voudrais dire que c'est exactement ça, le préfet allemand. Pendant plusieurs années, chaque manifestation, le préfet allemand avait un dispositif de maintien de l'ordre comme si tous les manifestants étaient des black blocs. Donc c'est exactement le même raisonnement qui a été employé au Stade de France. Et ça, malheureusement, le préfet allemand, il a été envoyé sur une autre mission, mais il est aussi récompensé. Mais c'est vrai. D'ailleurs, à Paris, on voit bien la différence depuis que le préfet allemand n'est plus là. Les manifestations se passent plus tout à fait de la même manière. Sauf que ce que certains expliquent aussi, c'est qu'aujourd'hui, les syndicats participent à l'élaboration de ces manifestations, ce qui n'était pas le cas lors à la sécurité des manifestations. C'était pas le cas quand il y avait les gilets jaunes. Le préfet de police qui avait aussi la responsabilité de l'organisation des cortèges, de leur bon déroulé. Parce que ce qui s'est passé quand même sous le préfet allemand, c'est que pendant des années, on n'allait plus manifester alors que c'est un droit fondamental dans notre République et que moi je sais que par exemple j'ai des enfants avec qui je peux aller en manifestation, je n'y allais plus parce que je savais qu'à chaque fois ça dégénérait, même sur les manifs du 1er mai quand même. Pas défendre le préfet allemand, mais c'est vrai que la différence c'est que les manifestations sont aujourd'hui encadrées par les syndicats. Donc, mais il y a eu des manifestations encadrées par des syndicats et qui se passaient mal.
toutes les manifestations contre la réforme des retraites de 2019, ou la loi sécurité. Voilà, ou la loi sécurité, c'est des manifestations qui se sont souvent très mal passées. Bien sûr, oui. Mais on doit des excuses, non, quand même, aux Anglais quand on dit... c'est exactement ça. Il y a deux choses qui sont... En fait, il y a deux choses dans les événements du Stade de France qui sont assez choquants. La première, c'est évidemment ce qui s'est passé au Stade de France et le fait que les forces de l'ordre, n'ayant pas finalement ni le dispositif ni les ordres nécessaires, n'ont pu finalement garantir la sécurité de ceux qui venaient pour assister au match. Ça, c'est la première chose qui est choquante, qu'il n'y ait pas eu une capacité d'évolution dans les ordres qui sont donnés pour prendre en compte que le problème n'était pas celui d'une confrontation avec des hooligans, mais d'une véritable explosion des agressions et des violences, des vols autour du Stade de France. D'ailleurs, le rapport précise que ça a commencé dès le début d'après-midi, donc il y avait le temps quand même d'anticiper et de pouvoir changer les ordres qui sont donnés. Et ensuite, le deuxième point qui est choquant, c'est qu'en fait, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron, est quand même pris en flagrant délit de mensonge. Le rapport redit que, parce qu'il faut quand même se souvenir, Darmanin, suite à ça, d'abord accable les supporters anglais en les traitant tous de hooligans, puis dans un deuxième temps fait porter la responsabilité sur les organisateurs du match en parlant de faux billets. À aucun moment il n'a reconnu les défaillances de son service, les défaillances de l'État pour garantir la sécurité. Donc là, en effet, je partage complètement avec vous le sentiment de honte. C'est une véritable honte à un an des Jeux Olympiques d'avoir un spectacle aussi affligeant et surtout un ministre de l'Intérieur qui reste en fonction, qui garde la bénédiction du président de la République sans qu'aucun mot d'excuse n'ait eu lieu suite à ces événements. Oui, Jean-Claude, bonjour. Oui, je pense qu'il y a deux choses par rapport à ce qui vient d'être dit. Tout d'abord, des excuses, effectivement, parce que là encore, vous voyez, c'est très bien de parler de République incolore, inodore, mais lorsque chaque fois qu'il y a un incident, on pointe du droit un certain nombre d'individus à raison de leur origine, de leur supposé. Là, par exemple, c'est supporters étrangers. On les assignait à une sorte d'extranéité coupable. Ça, c'est la première chose, et là-dessus, c'est pour moi inacceptable. Et puis, mon inquiétude sur l'avenir, puisque les Jeux Olympiques sont bientôt. Et là, non seulement il ne faut pas se rater, mais pour la sécurité des personnes, au-delà de tout, pour la sécurité des personnes. Si nous ne voulons pas prendre de risques, on attend. Donc moi, j'aimerais bien voir quelle suite le ministre de l'Intérieur donnera à ce rapport. Enfin, juste une dernière chose. Je pense que nous avons en France beaucoup de mal, par exemple, et ça c'est quelque chose que je ne comprends pas. On a beaucoup de mal à couvrir un certain nombre, à organiser un certain nombre d'événements. On a du mal, et pourtant nous avons les moyens, nous avons le personnel, nous avons les équipes, nous avons les hauts fonctionnaires, nous avons les policiers. On a tout cela et pourtant on a du mal. Donc question. Oui, c'est dans le rapport, je vois aussi qu'il y avait eu des incidents dans l'après-midi et donc il n'y a pas eu d'intervention à ce moment-là. Il y a eu une gestion quand même totalement chaotique des incidents qu'il y a pu y avoir en amont et qui aurait pu peut-être aider à canaliser. Mais pour revenir sur les Jeux Olympiques, pour en avoir parlé avec des policiers, aujourd'hui on n'a pas les ressources suffisantes en policiers, en vigiles, pour assurer la sécurité pendant les Jeux Olympiques. Donc ça veut dire qu'on va prendre des gens qui ne sont pas forcément compétents et que ça risque d'être là encore une fois très 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 compliqué. Et vous savez, entre la théorie là-dessus et la pratique, il peut y avoir une grosse différence. Au-delà de tous ces incidents, il y a aussi eu un événement quand même qui moi m'inquiète beaucoup, c'était le risque de piétinement. Je ne sais pas, là aussi c'est évoqué dans le rapport. Ah oui. Si, c'est-à-dire qu'à un moment, volontairement, ont été nassés, stockés, si je puis dire, les flux de supporters qui arrivaient dans une espèce de corridor coincé entre un mur de je ne sais combien de mètres de haut et de l'autre côté le périphérique ou la route, mais j'imagine que ça devait être le périphérique, sans aucune possibilité d'évacuation ni de protection. Avec là aussi, je le rappelle, des femmes, des enfants, des personnes en situation de handicap, avec des supporters qui ont alerté les forces de l'ordre en disant attention, il y a un risque d'écrasement parce que les gens continuaient d'arriver et donc de pousser et de stagner, ça aurait pu très très mal se terminer. D'autant qu'à un moment, ils ont utilisé là aussi des gaz lacrymogènes, donc avec des gens qui ont été totalement exposés. Mais enfin, c'est hallucinant. Mais donc hallucinant. Quelle suite à ce rapport? Un rapport de plus qui va gagner. Il y avait une commission d'enquête quand même au Sénat, je le rappelle, qui, j'espère, va se ressaisir de ce dossier puisqu'ils avaient, il me semble, fini leurs travaux en concluant qu'ils attendaient aussi les rapports de cette enquête pour pouvoir réouvrir leurs travaux. J'espère que ce sera le cas parce que je rappelle que la commission d'enquête au Sénat a été empêchée d'accéder aux enregistrements de vidéosurveillance alors même qu'il me semble que le parquet de Bobigny et de Paris disposait d'un certain nombre de bandes avant qu'elles soient supprimées par le Stade de France. Mais là, on peut pas se contenter malheureusement simplement de rapports. Quand je dis quelle
quelle suite. C'est techniquement qu'est-ce qui sera mis en place pour éviter toute dérive lors des Jeux Olympiques de l'année prochaine. Juste une précision, puisque Lamia parlait des enquêtes qui sont ouvertes par le parquet. Le fait aujourd'hui de savoir qu'il y a un risque, de ne pas prendre ou de ne pas être suffisamment diligent, je rappelle que ça pourrait engager, y compris la responsabilité pénale des fonctionnaires, des hommes et des femmes en charge de la sécurité, directement ou indirectement. Je le rappelle parce que il faut que chacun ait ça en tête pour se dire, je pourrais pas simplement me faire couvrir ou me cacher derrière quoi que ce soit. Chacun est responsable. Donc aujourd'hui, on sait, dont acte pour ce rapport. Aujourd'hui, on sait, la question c'est qu'on a 1 an. Par exemple, moi j'ai une suggestion, je trouve que par exemple sur les sociétés de surveillance, on nivelle beaucoup les prix par le bas, ce qui oblige les sociétés de surveillance parfois à embaucher des gens qui ne sont pas complètement formés. C'est le problème du bas prix, du low cost, avec les risques que l'on connaît. Et ça, y compris lorsqu'il y a des acteurs institutionnels. Voilà, donc ça c'est un sujet. Non, mais ça doit être les conséquences à la fois techniques, pratiques et les conséquences symboliques. Techniques, pratiques, c'est ce que l'on doit mettre en œuvre pour être prêt pour l'organisation des Jeux Olympiques l'année prochaine. Et ensuite, les réponses symboliques, c'est la responsabilité du ministre de l'Intérieur qui doit du coup se justifier, parce qu'il n'en est pas à son coup d'essai. Entre le pourrissement des manifestations, entre les événements du Stade de France, entre les OQTF, les obligations de quitter le territoire français qui ne sont pas exécutées, bon, il y a un moment donné, est-ce qu'on peut faire le bilan de Gérald Darmanin et lui demander gentiment de se retirer de la vie politique, étant donné que son bilan est vraiment le plus accablant que celui qui existe dans toute la Ve République. Bon. À suivre donc, merci à tous les 4. Dans un instant, l'émission Média avec les Baudins. À tout de suite.